Daniel Maximin, L'île et une nuit. Un cyclone particulièrement destructeur se dirige vers la Guadeloupe. Marie-Gabrielle, barricadée, seule dans sa vieille maison, se prépare à résister, pendant les 7 heures que durera le désastre. Enfermée dans son arche Caraïbe au milieu du déluge, elle cherche force et courage dans ses paroles, ses chants, ses pages d'écriture et de lecture, ses appels téléphoniques, ses cassettes muettes, sa dernière bougie. Comme une Sherazade antillaise, acharnée à conjurer à cœur ouvert et à voix nue l'angoisse des horizons fermés, et à préparer la sortie de l'enfer dans le paradis raté des îles Caraïbes, dans le sillage de L'isolé soleil et de Soufrière, le 3e roman parachève le portrait de Marie-Gabrielle, fille du cyclone et du volcan, présence antillaise d'aujourd'hui, gorgée de mémoire et forgée d'avenir. 4e heure. L'œil du cyclone s'était présenté sans rien pouvoir lui dire, à cause du silence malvenu à ses oreilles, cassé par le fracas de ses 3 premières heures de survie. Il n'avait rien d'autre à lui offrir sur l'instant que l'embellie d'un silence trop parfait pour être beau, sans la compagnie habituelle des 1000 chuchotis de la nuit antillaise, alors qu'elle s'attendait à l'irruption brutale du vent par la porte fissurée. Et ce silence unique était la preuve du massacre jusqu'au dernier des insectes de la nuit, sans même une plainte de grenouille ou d'oiseau. Dans l'attente de la reprise de la violence du vent, elle était incapable de bouger de son fauteuil. Seule, de nouveau après ces 3 premières heures de compagnie, d'abord avec la maison pleine de solitude, blottie, puis avec des sorties imaginées hors de ses mots, puis avec le fil de sa haute voix. Or, véritablement, le silence était sourd, sans clapotis ni bruissement, car l'œil était pour une heure parfaitement immobile devant. Il ne se sentait pas fait pour donner à mieux voir, mais pour éclairer l'entracte de la tragédie, permettre aux humains et aux arbres de reprendre souffle et de consolider l'arrière des maisons d'où allait surgir la deuxième vague de l'ouragan, avec plus de violence encore qu'avant son répit. Blottie dans le fauteuil, comme une petite fille en attente des parents, elle ferma les yeux. Une pleine lune, plus lumineuse que jamais, avait surgi au zénith, d'un mouchoir de ciel éclairant la paroi verticale d'un puits noir de nuages encerclant tout l'horizon. L'œil du cyclone n'en demandait pas tant. En 1928, surgi en pleine matinée, il avait noyé le soleil jusqu'à la jonction de la nuit. Mais ce soir, le hasard du cycle faisait porter un éclairage incongru sur la désolation. La pleine lune révélait la conjuration des eaux du vent en attente du 2e assaut. Comme un projecteur tombé du ciel sur une cage de massacreurs silencieusement à l'affût de blessés à achever et de ruines à raser au final de l'invasion. L'œil n'avait pas prévu cette connivence du soleil noir et de la pleine lune. Il profita de cet éclairage pour faire le tour de l'île, qu'il n'avait pas revu depuis 10 ans. Pour lui, rien n'avait vraiment changé, à part une plus grande circulation de routes et de cases plus grandes, plus solides et plus dispersées. Il est vrai que, chaque fois que le cyclone arrivait, l'île se masquait en un désert de chlorophylle et de béton aux yeux du vent, lui cachant la population chaque fois renouvelée des humains calfeutrés. On n'était plus au temps où les humains n'étaient pas prévenus, avant les dieux amérindiens, de l'avancée du vent d'Afrique. Les sorciers de l'orage étaient porteurs de nouvelles confuses, des villes primitives, la végétation en avait recouvert les ruines et faisait un bruit de gouffre sous les feuilles. Comme si tout avait été tronc pourri, un bruit de gouffre peuplé par des êtres d'une vivacité de bourgeons,
qui parlaient à voix basse et qui garrottèrent les dieux dans des lianes millénaires pour se mettre hors de leur portée magique. Aujourd'hui qu'il était programmé, annoncé, baptisé à sa naissance, poursuivi jusqu'à sa fin, le cyclone ne pouvait plus qu'envahir une île exposée dans sa géographie, mais désertée le plus possible de toute fragile humanité, rues vidées, cases barricadées. Enfermés dans l'aveuglement des seules ondes d'émettre, des radios, les hommes ne pouvaient plus rien écouter des messages cachés sous le fracas du vent. Le secret de la naissance de l'ouragan, sous l'horizon de Gorée, la force du cœur d'Afrique, venue par le fleuve, et l'harmattan, pour enfanter l'eau de foudre, fils d'Oya, et transporter une pêle-mêle d'ancêtres et de divinités, marchant sur l'océan pour apporter la mort et la survie. Avec la puissance de Shongo, pour détruire ce qui n'aurait jamais dû être édifié ici, avec la ruse déchue, pour attiser la résistance des cases, des tôles et des jardins, la douceur d'Ossanine, pour proposer tous les remèdes de feuilles en médecine des 7 vertus à préserver pour l'avenir. Cyclone fertile, par défaut des crues du Nil et de Niger. L'œil voyait bien que, dans l'île camouflée, le cyclone n'avait rien d'autre à offrir aujourd'hui que son sauce propre défigurée. En déportation, une déportation brute de semences venues de très loin, d'Afrique et des Indes et d'Arabie, puis un déracinement d'arbres aux ancêtres, arrachés en coupes claires pour leur faire place, avec une violence tourbillonnante projetant au ciel des pollens vers les nuages stériles, plaquant au sol des graines éperdues, fouettées d'eau trop salée pour la fertilité. Seuls les arbres étaient restés dehors, fidèles depuis des siècles à ces rendez-vous cycliques des réfections du monde. À chaque cyclone avait désormais à lutter ici même contre l'oubli ou le dédain des cyclones afin de rappeler par son exemple le cycle sombre des malheurs, le passage saisonnier d'un jour maudit sur les arbres lynchés, la révolte du paradis raté de l'Afrique abolie. Devant la cacophonie des destructions éclaircies par la lune, l'œil nu ne pouvait rien dire de sa connivence avec les humains qui sortaient fugacement des cases pour vite ramasser des planches et des tôles afin de consolider les brèches pour la suite du cauchemar, sans paroles inutiles, au-dessus du seul bruit des pioches et des rameaux et des marteaux. Comme frappée par un coup de lune, une jeune mère de Port-Louis aurait failli laisser mourir le bébé dans son placard, étouffé sur un linceul de serviettes neuves et de draps brodés de son trousseau de baptême, si le silence de l'œil ne l'avait réveillée du désespoir. Cessant brusquement d'essorer et de ranger ce qui restait dans son salon, elle se précipita pour recueillir l'enfant et courir chez un couple de vieux voisins avec son sac de couches, de vêtements et de jouets. Sa réserve de lait en poudre et de biberons avait été emportée par la caisse de vivres d'urgence qu'elle avait placée au milieu du studio avant que la cassure de la baie ne laisse le vent jeter dehors tout son mobilier. Elle s'installa sur leur grand lit à colonnes, en haut du refuge de matelas superposés par une longue vie de petites économies, ouvrit son corsage et offrit son sein rendu stérile après 3 mois de servage à l'enfant pleurant de réticence. Le grand calme de l'œil et la tisane de corosol de leur vieille hôtesse les firent s'endormir, tous deux, exténués avant la reprise du vent. Au dehors, la pleine lune ensoleillait toujours le sursis à leur exécution. Le calme, après l'orage, était bien installé, immobile comme un temps mort. Mais elle, à l'intérieur des flamboyants, elle n'avait pas bougé de son fauteuil, prostrée, tête en genoux, les yeux lourds et fermés. Quelle autre raison de survivre pourrait bien lui donner le goût le spectacle du dehors?
un œil de 40 kilomètres de pupille, encerclant l'île de Petit-Bourg, à Anse-Bertrand, avec la lune comme boulet de lumière au fond d'un puits. À quoi bon quitter la case pour gagner le désert? La nuit du dehors était maintenant plus claire que la nuit du dedans. Elle, qui ne le savait pas encore, immobile dans son fauteuil, aveuglée par le silence de l'œil installé au salon. S'efforçait de se remémorer le dialogue rompu des amis inconnus autour de la maison. Le corps de la montagne, hésitant à la fenêtre, trop en hauteur pour pénétrer, trop fier pour profiter de l'effraction du vent. Le feuillage des bois à la fenêtre chuchotant, d'ordinaire son étonnement devant les meubles en bois blanc et leurs fleurs coupées en sursis dans un verre, le feuillage ce soir arc-bouté aux racines en bouclier protecteur des persiennes, la rivière sans retour, dédaigneuse, des rives et des raisons d'arrêt, fuyant vite jusqu'à devancer afin de ramener le déluge à sa mer d'origine. Et l'étoile, au bout d'un fil perdu dans sa gravitation, hors de portée des horreurs de la terre, mais à la seule merci d'une haute pensée pour scintiller ou d'un regard baissé pour cesser d'exister.